On a donc une voie navigable, l'une des plus cruciales au monde, qui est pratiquement à l'arrêt. Et la question que tout le monde se pose, c'est « mais que fait la marine la plus puissante du globe? Pourquoi n'intervient-elle pas ?» C'est ce casse-tête qu'on va essayer de démêler ensemble. Bon, pour commencer, regardons les faits, les chiffres bruts. Le trafic dans le détroit d'Ormuz est passé de presque 50 navires par jour à 5. C'est une chute vertigineuse. Il faut bien imaginer l'onde de choc que ça représente pour l'économie mondiale. Et puis il y a cette déclaration, qui est franchement assez déroutante. Elle soulève une question essentielle. Pourquoi les États-Unis demandent-ils à l'Iran de faire le ménage au lieu de s'en occuper eux-mêmes? La réponse, on va le voir, est loin d'être simple. Pour comprendre cette paralysie américaine, il faut d'abord bien comprendre la nature de la menace. On va donc se pencher sur le problème tactique qui est au cœur de cette crise. Une arme d'apparence simple, mais qui s'avère redoutablement efficace. La mine navale. Juste pour être clair, une mine navale, ce n'est pas une arme qu'on tire activement sur une cible. C'est un piège. Un piège passif qui attend sa victime. Une fois qu'elle est en place, elle peut représenter une menace silencieuse pendant des semaines, voire des mois. Et ce qui complique tout, c'est la diversité de cet arsenal. L'Iran ne dispose pas d'un seul type de mine, mais de toute une panoplie. Certaines flottent juste sous la surface, d'autres sont fixées au fond, et les plus vicieuses attendent sur le plancher océanique pour remonter et frapper un navire par en dessous. Cette variété rend leur détection et leur neutralisation extrêmement difficiles. Et si la diversité est un problème, la quantité, elle, est tout simplement alarmante. On parle d'un stock qui pourrait atteindre 6000 mines. Mais il faut bien comprendre une chose, pas besoin de toutes les utiliser. Quelques dizaines de mines bien placées dans un passage stratégique, comme le détroit d'Ormuz, suffisent à transformer cette autoroute maritime en un véritable champ de la mort et à paralyser tout le trafic. Alors comment cette menace, en apparence assez rudimentaire, réussit-elle à paralyser la marine la plus sophistiquée de la planète? C'est là qu'on touche au cœur du mystère, à ce talon d'Achille un peu inattendu de la puissance américaine. Et attention, ce n'est pas une petite contrariété logistique. Quand une figure comme David Petraeus, ancien patron de la CIA, qualifie le problème de « catastrophique », ça donne une idée de l'ampleur du défi. On part d'une crise stratégique majeure. Et c'est ici que la situation devient vraiment étrange. Pendant des années, les États-Unis avaient la solution à portée de main. 4 navires spécialisés dans le déminage, basés juste à côté, à Bahreïn. Mais juste avant que la crise n'éclate, ces navires ont été retirés et renvoyés aux États-Unis. C'est une décision qui pose d'énormes questions. C'est un peu comme renvoyer les pompiers à la caserne alors qu'on sent déjà l'odeur de brûlé. Le résultat de ce retrait, c'est un vide. 0 dragueur de mine classique dans toute la région. La seule carte qui reste dans le jeu américain, c'est un navire de combat ultramoderne, le LCS, équipé pour cette mission. Mais il représente un pari complètement différent. Du coup, la question semble évidente. Si on a cet outil de pointe, pourquoi ne pas l'utiliser pour régler le problème? Eh bien, c'est là que le piège se referme. Par principe, une opération de déminage se fait en solitaire. On ne va pas risquer un porte-avions dans un champ de mine pour protéger le démineur, le LCS doit donc avancer seul. Et dans les eaux très étroites du détroit d'Ormuz, à quelques kilomètres des côtes iraniennes, ce navire isolé devient une cible parfaite, complètement vulnérable aux drones et aux missiles. Le remède pourrait être pire que le mal. Toute cette impasse tactique nous force à voir plus grand, à regarder la stratégie globale, parce que dans ce conflit, les deux camps ne jouent pas du tout la même partie. On est dans une guerre d'endurance, où l'idée même de victoire n'a pas le même sens pour tout le monde. La symétrie est totale. D'un côté, les États-Unis cherchent la victoire claire et nette, le chaos militaire. De l'autre, l'Iran ne cherche pas à vaincre la marine américaine. L'Iran cherche à durer, à survivre et à faire en sorte que le chaos devienne si coûteux pour le monde entier que la pression sur Washington devienne insupportable. Et cette stratégie du chaos, elle a plusieurs facettes. Bloquer Hormuz, ça fait exploser les prix du pétrole. Frapper des cibles commerciales dans les pays voisins, ça installe la peur. Mener des frappes ciblées en Israël, ça régionalise le conflit. Et potentiellement activer des cellules terroristes. Le but final n'est pas de gagner une bataille, mais de rendre la guerre trop chère, politiquement et économiquement, pour les États-Unis. Mais ce duel ne se joue pas en vase clos. 2 autres grandes puissances, la Russie et la Chine, observent la situation de très près. Et elles profitent de cette impasse pour avancer leurs propres pions. Prenons la Chine par exemple. À première vue, on pourrait se dire qu'en tant que grand importateur de pétrole, elle est la première victime de ce blocus. Mais la réalité, comme souvent, est plus nuancée. En réalité, la position de la Chine est très confortable. Loin d'être une victime, elle continue de recevoir du pétrole iranien. Elle est aussi assise sur d'énormes réserves stratégiques. Et pendant ce temps, elle regarde son principal rival, les États-Unis, s'épuiser dans un conflit et elle en profite pour collecter des informations précieuses sur leurs capacités militaires. Le tout sans prendre le moindre risque. La Russie, de son côté, joue un rôle beaucoup plus direct.
On pourrait les voir comme des consultants militaires pour Téhéran, leurs services de renseignement analysent les systèmes de défense américains et à partir de là, ils donnent des instructions très précises aux Iraniens pour programmer les trajectoires de leurs drones et leur permettre de déjouer les boucliers antimissiles. Et les résultats de cette aide russe sont concrets. Les drones iraniens, grâce à cette expertise, ne frappent pas au hasard. Ils touchent des cibles militaires d'une importance capitale en Israël, comme des bases aériennes qui abritent des technologies de pointe. Chaque frappe réussie est une victoire tactique immense pour l'Iran. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que cette crise nous apprend ? Au-delà des détails techniques sur les mines et les drones, cette situation complexe, ce mélange de vulnérabilité, de stratégies asymétriques et de jeux de pouvoir nous donne peut-être un aperçu des guerres du futur. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, une question qui dérange. La puissance militaire brute est-elle encore le seul critère de la victoire ? Peut-être que la plus grande menace pour une superpuissance au XXIe siècle, ce n'est plus une armée ennemie, mais une stratégie conçue pour la paralyser, l'enliser et l'épuiser, sans jamais lui offrir cette grande bataille décisive qu'elle est pourtant programmée pour gagner.